Nous allons commencer dans quelques secondes ou quelques minutes le 4e Facebook Live intitulé Samedi Live Citoyen que je vous propose de telle manière que vous ayez quelques repères concernant le fonctionnement des collectivités territoriales, notamment des communes et peut-être aussi, c'est effleuré souvent, des intercommunalités qui sont en train de se mettre en place sur le territoire. Nous allons donc ce soir parler d'une vision de la culture au niveau local, un sujet éminemment important puisque la culture, on vient le voir, va encore, elle, être affectée par la crise du Covid, la crise du coronavirus, pardon, et la maladie, la Covid-19, qui vont faire que tout ce qui était des certitudes au niveau de la culture, qui avait déjà des difficultés, risque de se retrouver en danger. Donc je vais essayer de travailler avec vous, de vous proposer des pistes de telle manière que vous puissiez trouver quelques graines, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, d'application de ces principes au niveau communal. Bien évidemment, quand on parle de culture, il faut faire attention parce que la taille des communes a une importance, mais je dirais globalement que, quelle que soit la commune, quelle que soit sa taille, quel que soit son investissement, quelles que soient ses possibilités financières, il est toujours possible. Et dire le contraire, c'est souvent se cacher derrière la réalité, de mener des actions culturelles qui soient dans le domaine du patrimoine, qui peuvent être également dans le domaine de l'accueil d'un certain nombre de manifestations, ou qui peuvent être simplement des manifestations tournées vers le livre ou tournées vers d'autres objectifs que simplement ce que l'on perçoit à travers le quotidien de la télévision ou ailleurs, c'est-à-dire des grandes manifestations ou des grands rassemblements ou des grandes opérations qui sont censées être à l'image de notre monde actuel, c'est-à-dire destinées au plus large public possible, puisque la notion de rentabilité et de l'investissement est toujours présente dans la réalité de ce monde-là. Vous dire d'abord qu'on ne peut pas détacher la culture de l'éducation. Pour ça, il faut revenir largement en arrière et parler du monde de la Révolution en 1789, lorsque la République est fondée, lorsque une nouvelle donne démocratique existe. La préoccupation de l'enseignement va passer rapidement à travers les filtres des périodes révolutionnaires et en 1789, on parle surtout, non pas de culture, on ne parle pas d'éducation, on parle surtout d'instruction publique. Le mot instruction publique prend tout son sens. D'ailleurs, il a été abandonné dans les années post-guerre 39-45, alors qu'il a été au cœur des préoccupations des républiques précédentes. Vous dire que la première décision date du 12 décembre 1792. Elle va supprimer une part de l'enseignement religieux et du rôle des religieux dans la transmission du savoir pour la remplacer par un mot qui restera un mot magique pour moi, celui d'instituteur. Et on va créer un ministère qui s'appelle le ministère de l'instruction publique, c'est-à-dire démontrer une volonté d'aller de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est les motivations de cette création. L'une, et je vous en donne lecture, dit que la motivation qui est portée par la création du ministère de l'instruction publique, c'est donner une culture à l'ensemble des citoyens qui, une fois éclairés, ne tomberont pas dans le piège d'une vie entièrement orientée vers la satisfaction des besoins énormes de main-d'œuvre du système de production ou vers le culte. C'est quelque chose que l'on pourrait méditer dans le monde moderne, quand on parle de citoyens qui, une fois éclairés, ne tomberont pas dans le piège d'une vie entièrement orientée vers la satisfaction des besoins énormes de main-d'œuvre. On est bien dans une vision humaniste qui a peut-être un peu disparu par la suite dans l'organisation sociale. Le deuxième aspect, c'est légitimer et assurer la survie du nouveau système politique français, ce nouveau système qui s'appelait la démocratie et qui a besoin de gens éclairés pour la pratiquer, qui a besoin de gens cultivés, qui a besoin de gens ayant des repères dans un monde de plus en plus complexe à notre époque, mais qui déjà à ce moment-là était très controversé et posait des difficultés pour son maintien dans l'histoire.
Alors les objectifs, ils disparaîtront au fil des républiques suivantes et ils font jamais référence dans les années qui suivent au problème de l'instruction publique liée à simplement l'acquisition de savoir et la création d'une compétition entre les individus dans l'apprentissage du savoir, avec peu à peu un filtre très très élitiste qui conduirait une certaine catégorie de la population à être cultivée, à accepter de transmettre aux autres son savoir. Cette partie de la population va en partie être contournée par les lois de Jules Ferry, dont on parle beaucoup, mais Jules Ferry n'était pas nécessairement un grand progressiste. Jules Ferry qui va, en 1880, lancer le système de l'ascenseur social à travers l'école de la République et surtout se tourner vers les enfants d'ouvriers, d'agriculteurs qui commencent peu à peu, lentement, très lentement, il faut le rappeler, à accéder à l'éducation. La cheville ouvrière de tout ce qui est éducation et culture va être évidemment immédiatement ces instituteurs, que l'on appellera plus tard les hussards noirs de la République, ces instituteurs qui ont la croyance dans le progrès social, qui ont la croyance dans la transmission d'un savoir qui serait émancipateur pour l'homme en général, puisque malheureusement, dans la société de cette époque-là, l'homme a une partie prépondérante du pouvoir et à la réalité du fonctionnement social. Le monopole des grandes écoles qui existe et qui va se développer à travers la Troisième République, toutes les grandes écoles vont naître, tout ce qui est le summum du savoir va se mettre en place et c'est un problème qui va servir par rapport à la deuxième révolution industrielle et qui va amener des cadres, mais va manquer une main-d'œuvre instruite, va manquer une main-d'œuvre capable de s'adapter au monde actuel. Et c'est là que les écoles vont s'ouvrir à tour de bras à partir de 1880 et jusqu'avant la guerre 14-18. Ces écoles-là avaient une mission très simple de savoir qui était lire, écrire, compter. On rappelle que c'est les savoirs de base. Est-ce que ça a bien changé? Peut-être. Est-ce que ça a moins changé qu'on le croit? Certainement. Durant des décennies, la, la seule préoccupation du monde politique a été d'avoir une mission claire pour l'école, la mission que je vous ai indiquée, et elle ne sera pas remise en cause par des éléments extérieurs qui viennent phagocyter l'impact de l'école sur l'amélioration de la conscience culturelle des gens qui lui sont confiés. Une femme et un homme réputés cultivés, qu'est-ce que c'est dans les communes à cette époque-là? C'est celui qui aura acquis le maximum de connaissances, qui aura acquis le maximum de recul par rapport au savoir, et c'est l'homme qui, d'une façon ou d'une autre, va apporter une vision que les autres n'ont pas d'un monde qu'il peut lui-même présenter à sa façon, et c'est de cette manière que, durant des décennies, la démocratie représentative sera faite par des hommes dits cultivés, sachant lire, écrire, compter, mais sachant dépasser ce niveau-là pour apporter un plus à la vie sociale. Cependant, il faut noter quelque chose qui est important, c'est que l'État va assurer cette responsabilité pendant longtemps, mais on va en reparler immédiatement, mais va déléguer quand même immédiatement, à partir de la Troisième République, la responsabilité de l'enseignement à la commune. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, la commune a été la base de l'enseignement et la base du système éducatif. Il lui revient la responsabilité de construire les écoles. On disait que ça devait être la plus belle maison du village, mais n'empêche qu'ils construisent des écoles, souvent de pair avec les mairies en milieu rural. C'est à eux que revient cette responsabilité et c'est à l'État que reviennent les choix d'orientation de l'éducation et de la culture. Ce n'est pas le maire et ce n'est pas l'élu qui le porte. Ça n'a pas changé depuis. La loi de décentralisation a simplement renvoyé vers d'autres collectivités la responsabilité de l'éducation et de la culture, c'est-à-dire les collèges pour le département, les lycées pour la région,
et on peut le dire plus ou moins, les universités vers l'État. Cette présence de la commune va faire que pendant des années, quel que soit le village de France, quel que soit le lieu de France, le principal espace dans lequel on peut apprendre, dans lequel on peut comprendre, dans lequel on peut appréhender le monde, c'est le monde de l'école. Et on ne va pas au-delà. Il est très rare dans les milieux, dans les zones rurales que l'on aille vers d'autres formes de culture. Et il faudra en partie atteindre la fin des années 1930 et ensuite évidemment les années d'après-guerre pour que certaines initiatives soient prises, souvent portées d'ailleurs par des associations périscolaires qui étaient soit les patronages, soit les amicales laïques, ou même dans certains villages souvent les rassemblements liés à la paroisse, mais tout le monde va chercher d'une manière ou d'une autre à développer un volet culturel. Ce qu'il faut penser de tout ça, c'est que le système tel qu'il est mis en place et tel qu'il est, c'est que le maire a une obligation de faire des lieux pour dispenser le savoir. Mais la loi ou la République ne lui fait aucune obligation, même au moment où je parle, pour qu'il dispense la culture. Dans le cadre de la compétence générale de la commune, il peut le faire. Il a la possibilité de le faire. Mais il n'a pas la même obligation qu'à l'égard de l'école ou à l'égard d'autres dispositifs liés à d'autres compétences communales. La culture est donc un choix politique. C'est un choix politique au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est un choix que l'élu va faire par rapport à des engagements financiers, par rapport à des constructions, par rapport à des apports à la population. Ce choix-là est un choix qui relève uniquement d'une volonté collective d'apporter aux habitants autre chose que de l'enrober sur les trottoirs, de boucher les nids de poules, tondre les pelouses, etc. C'est une vision qui appartient à chaque commune. La loi de 2015 dit, c'est la fameuse loi Notré, qui dit que la politique culturelle est une responsabilité conjointe, mais sans la définir, de l'État et des collectivités territoriales, au même titre que le sport, le tourisme, la promotion des langues régionales et l'éducation populaire. Et tout le monde doit se la partager, mais sans que la compétence soit parfaitement délimitée. Il n'y a que le département qui se retrouve face à une constante, c'est que le département va garder ce qu'on appelle la lecture publique à travers quelque chose qui est intrinsèquement dans ses compétences, la fameuse bibliothèque départementale de prêt que l'on a construit, que l'on a connu les uns et les autres, que l'on appelait quand j'étais jeune le bibliobus. Et cette bibliothèque départementale de prêt est une obligation pour le département. Après, à partir des années 1970, tous les départements ont une BDP, sauf les départements de la couronne parisienne, puisqu'on a considéré qu'avec les grandes villes qu'il y avait, il n'y avait pas besoin de prêt de livres et de faciliter l'instillation du livre dans le milieu rural ou dans le milieu défavorisé. La région, elle n'a qu'une obligation culturelle, très peu, c'est exactement quelque chose de très simple. On lui demande simplement à la région de faire un schéma régional des apprentissages culturels, un document de base qui va simplement étenter de coordonner ou de mettre en place des grandes lignes, des grands traits de l'action culturelle, mais elle est habilitée, la région, à intervenir dans le domaine culturel. Par exemple, elle a quelque chose qui est important, les industries culturelles, c'est de sa compétence, la chaîne du livre, le cinéma, et la région joue un rôle exactement assez important dans le domaine du patrimoine et de la préservation des langues régionales. C'est un peu ce qui a été confié aux régions et qu'elles exercent d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine de façon remarquable, ou qu'elles ont exercé dans le passé. Je pense à des vice-présidentes qui ont été très actives dans ce domaine-là, et elle vient en appui quelquefois de quelques politiques culturelles qui sont à son niveau et à son échelle. Les départements, je vous l'ai dit, il est responsable des bibliothèques,
il apporte une aide sur la lecture publique, mais il n'est pas acteur de la lecture publique, c'est-à-dire il ne construit pas des bibliothèques ou il ne finance pas le fonctionnement des bibliothèques. Il a un service des archives, c'est important, ça appartient à la culture, les archives, et c'est une grosse responsabilité du département de préserver le patrimoine des archives, et des quelques départements, des musées aussi qui le soutiennent et qui entretiennent, des musées départementaux qui leur permettent de insister sur un certain nombre de spécificités régionales. Enfin, les départements peuvent intervenir également dans la conservation du patrimoine, une aide pour les édifices classés ou les édifices non classés, ou les édifices qui méritent un intérêt particulier. Le département intervient lorsqu'il s'agit de la préservation de l'ensemble de la structure de l'édifice, et non plus maintenant dans tout ce qui est objet cultuel ou objet artistique à l'intérieur des édifices religieux, par exemple. Alors la commune et l'intercommunalité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, bah, il a tout. Elle a tout, elle a le champ ouvert devant elle. L'intercommunalité, si elle prend la responsabilité, la compétence, culture, peut la limiter, peut la mettre en place à sa guise, mais par contre, la commune, elle, peut intervenir dans absolument tous les champs de la culture. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est la laïcité, c'est-à-dire qu'elle n'aille pas vers le champ religieux, mais elle peut intervenir à tout moment dans le panorama local. Si elle le fait, c'est qu'elle le veut bien. Si elle ne le fait pas, elle ne peut pas être obligée de le faire, puisque c'est un choix réel de l'équipe municipale. Il faut donner 2-3 chiffres. La dépense culturelle en France, c'est 10 milliards. 10 milliards à l'heure actuelle, à peu près 10 milliards, on évalue la dépense culturelle à 10 milliards. Les 3/4 de cette somme, c'est-à-dire 75 milliards, sont de l'investissement fait par les collectivités territoriales, et notamment par les communes ou les intercommunalités. Elles assurent 75% de cette dépense. Les départements sont à peu près à 15% de cette dépense et les régions à peu près à 8%. C'est dire que dans le développement culturel, la région a un rôle limité, le département vient en appui d'un certain nombre d'initiatives, mais ne peut pas ou n'a peu d'initiatives personnelles. Il va faire les scènes d'été en Gironde, il va accompagner les apprentissages, il va aider, soutenir, etc., mais il n'est pas acteur au sein de décideurs dans un certain nombre de domaines. Et par contre, donc, les communes sont considérées comme les leviers essentiels du développement culturel. La restriction des fonds publics fait que il est certain que le redressement que l'on attend du milieu culturel de base risque d'être relativement difficile dans le contexte où nous vivons actuellement. Quel est l'intérêt de la culture au niveau local? On peut se poser la question et essayer de comprendre les enjeux essentiels dans un monde d'après, celui que nous avons à construire, et qui est un monde dans lequel, malheureusement, il faut envisager que la culture ne soit plus une priorité, ou ne devienne plus quelque chose qui appartienne à la volonté politique forte d'un certain nombre de communes ou d'intercommunalités compte tenu de la restriction des moyens. Pourtant, les élus locaux qui ont pleinement conscience de cette importance peuvent réfléchir à 2 ou 3 points. Elle a un budget global, la commune, mais dans ce budget global, elle va s'apercevoir que la part qu'elle consacre à l'action culturelle est extrêmement faible. Il est quelquefois même inférieur à 1% dans certaines collectivités. Donc c'est pas ça qui va générer des économies gigantesques, quelle que soit la manière dont elle le voit. Mais d'abord, c'est enfoncer des portes ouvertes que dire que la culture est essentielle dans l'épanouissement personnel. Et le bien-être, ce que l'on appelle le bonheur ou la mesure du bien-être, montre que l'épanouissement personnel doit être pris en compte également à un certain âge, par la structure collective. Elle est essentielle au maintien du lien social.
Le lien social sans culture n'existe pas ou existe peu ou n'est basé que sur des rapports de dépendance à l'égard de la collectivité de gens en difficulté. Elle est essentielle également pour lutter contre les a priori, c'est-à-dire contre tout ce qui est condamnable dans les prises de position à l'égard des différences culturelles, à l'égard des différences de, de compréhension du monde, à l'égard des différences d'appréciation que l'on peut avoir sur la vie quotidienne. Elle est également indispensable parce que les extrêmes, c'est prouvé partout, dans tous les pays, l'abaissement de la culture, l'acculturation est la base même et le lit même de la montée des extrémismes ou d'une certaine forme de populisme extrêmement dangereux. Rappelons-nous d'un certain nombre de citations dans lesquelles certains, en entendant le mot culture, sortaient leur revolver ou sortaient des dispositifs tout à fait indignes de l'humanité. Il faut également penser que la culture, c'est une moyenne de lutter contre le monde du profit, puisque souvent la culture, elle est quelque part désintéressée. On transmet à l'autre, on crée pour l'autre, et même si on est rémunéré, c'est jamais à la base, je parle bien au niveau des communes, au niveau de ce que l'on peut atteindre lorsque l'on est dans le showbiz ou d'autres activités de ce type-là. Elle est essentielle également pour combattre l'influence que l'on a des supports divers qui diffusent des cultures aseptisées, des cultures qui sont purement des cultures de consommation. Et la culture locale, elle peut lutter contre ça en offrant d'autres perspectives, et notamment celle du spectacle vivant, qui est malheureusement en danger dans un certain nombre de contrées ou un certain nombre de départements, ou même dans notre pays, le spectacle vivant est en danger et va rencontrer de graves difficultés. J'ai l'habitude de dire que la culture, c'est lutter contre le nouveau triptyque de la République qui serait maison, gazon, télévision. C'est la façon de faire sortir les gens de leur coquille et de les amener ailleurs. Et enfin, la culture, elle est essentielle pour l'intégration, puisqu'elle va permettre à des gens de trouver, de découvrir, de participer à d'autres modes de pensée, à d'autres modes de vie, à travers justement ce domaine culturel qui est essentiel, que ce soit la lecture, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la musique, peu importe, mais on va aller vers l'autre et on va aller s'intégrer à travers le ressenti que l'on a de la manière dont on vit dans un lieu. Il ne peut pas y avoir non plus de vie démocratique réelle sans la culture, puisque croire que tout le monde a la capacité d'apprécier vraiment la réalité, c'est tout simplement se tromper, parce qu'il y a des différences de, de, de modalités d'appréciation qui font que quelquefois on se trompe lourdement dans le fonctionnement de la vie collective, et que on va amener des gens à se replier sur eux-mêmes, à devenir agressifs et à devenir moins tolérants à l'égard de formes de vie différentes. Alors pour moi, la commune, pour aller à l'essentiel, c'est deux axes politiques majeurs. Un qui est lié à la mise à disposition des équipements nécessaires aux pratiques culturelles. Alors, il y a eu une grande vogue qui est répandue partout, dans toutes les communes, quelle que soit leur taille. La première vogue, ça a été les salles des fêtes. Toutes les communes se sont mises à construire des salles dites des fêtes, dans lesquelles on faisait un certain nombre d'actes de vie collective, dont la dimension culturelle était parfois discutable, et qui maintenant sont souvent des lieux dans lesquels on fait des kines, dans lesquels on fait des mariages, dans lesquels on fait des baptêmes, dans lesquels on fait des anniversaires, dans lesquels on va essayer, en dehors de peut-être quelquefois le concert de fin d'année de l'école, on va essayer de rendre des services sociaux à travers un lieu de rassemblement, un lieu de vie. On a évolué ensuite vers des salles polyvalentes, que l'on a appelées polyvalentes, qui en fait ont des usages plus ou moins efficaces, et qui sont avec des scènes plus ou moins aménagées, mais qui permettent quelquefois d'avoir quelques initiatives
et qui permettent quelquefois aussi de faire déboucher sur quelques présentations d'intérêt général, peut-être plus faciles que dans une salle des fêtes ordinaire. Les centres culturels, c'est la dimension au-dessus. Beaucoup de communes se lancent dans des centres culturels. Pour l'exemple, sur le canton de Créon, qui est mon canton, on doit être à la 6e salle culturelle construite au cours de ces 10 dernières années. C'est-à-dire, il y a des espaces culturels bien adaptés qui existent désormais dans un certain nombre de communes de taille moyenne ou, j'allais dire, de taille peut-être qu'on peut considérer comme des petites communes, mais qui ont fait des efforts. Pratiquement les communes de plus de 2500 habitants du canton ont tout un espace culturel, alors adapté à leurs besoins, mais si je prends Sénac, Tresse, il va être de grande qualité, Fargues, Créon, Sadirac, Sénac, Tabanac, enfin, et tout le monde a, j'en ai sûrement oublié, mais il y a des espaces culturels qui sont quand même accessibles et qui ont été construits dans les 10 dernières années. Donc on est passé de la salle des fêtes à la salle polyvalente et on va de plus en plus vers des espaces culturels beaucoup plus complets et beaucoup plus structurés. Les bibliothèques et les médiathèques. Les bibliothèques a été le ferment essentiel de la vie culturelle locale. L'accès aux livres, qui était facilité souvent par la proximité avec les écoles, a été renforcé et maintenant des réseaux de bibliothèques existent sur les territoires et on va vers de nouvelles donnes en matière de commande de livres, en matière d'échange, et avec des lieux beaucoup plus adaptés que ceux qui étaient dans l'arrière-salle de la mairie, avec des livres poussiéreux, couverts de papier craft. Ça a beaucoup évolué là-dessus. Et enfin, ce qui est important et qui n'est pas trop répandu, c'est des salles d'activités partagées ou spécialisées, qui ne sont pas une salle des fêtes, qui ne sont pas un centre culturel, qui ne sont pas forcément une bibliothèque, qui ne sont pas forcément une ludothèque, mais des salles dans lesquelles on peut pratiquer un certain nombre d'activités culturelles de façon simple. Créon a par exemple un studio photo qui est avec un club. Il y a un certain nombre d'activités comme ça qui ont peut-être perdu pied et sur lesquelles les collectivités ne réfléchissent pas assez dans leurs aménagements et dans leurs possibilités d'offre. Donc, premier rôle, l'investissement. Il faut se rappeler en matière d'investissement un principe scientifique, que la fonction crée l'organe et pas l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on décide de la construction, mais on ne sait pas poser les vraies questions, qui ne sont pas celles de l'architecture, qui ne sont pas celles de la surface, qui ne sont pas celles du revêtement du sol, qui ne sont pas celles de l'éclairage, qui ne sont pas celles de l'accessibilité ou de la sécurité, mais qui sont quels besoins y a-t-il dans la commune d'espace culturel. Deuxièmement, quelles sont les demandes réelles en matière culturelle, que veulent les gens en matière culturelle, quel est le mode de fonctionnement qui sera adapté pour le lieu. Il n'y a pas de réflexion en amont, on dit ben on verra, on la fera fonctionner, il y a quelqu'un qui la louera, qui l'ouvrira, qui la fermera, mais quel est ce mode de fonctionnement, est-ce que c'est suffisant? Quelle est la structure support qui va faire fonctionner ce lieu? Est-ce que c'est un système associatif? Est-ce que c'est un système municipalisé? Est-ce que c'est un système intercommunal? Mais on n'aura pas le même lieu suivant la mode de fonctionnement que l'on veut adopter. Et enfin, quels objectifs? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est une salle de spectacle? Est-ce que c'est une salle pour les repas du troisième âge? Est-ce que c'est une salle uniquement pour recevoir du théâtre? Est-ce que c'est une salle d'activité pour les gamins? Est-ce que c'est une salle de concert de rock? Peu importe, mais on ne peut pas imaginer qu'un lieu soit tout ça à la fois. Il faut réfléchir à une certaine approche particulière qui va déterminer la construction, et ce n'est que lorsque le programme aura été fait que l'on engagera la réflexion sur l'enveloppe qui le porte. Et enfin, peut-être une réflexion, quel sera le budget de fonctionnement? Parce que construire quelque chose et ne pas lui allouer des moyens pour fonctionner, c'est quand même quelquefois assez surprenant. On ferme la salle et après on fait un tarif de location qui va permettre de payer le chauffage, l'électricité et l'amortissement du bien que l'on a créé. C'est une façon de faire qui est quand même, il faut bien le reconnaître, assez répandue, qui a tendance à disparaître avec le manque de moyens financiers, mais il y a quelques salles des fêtes dont le taux d'occupation publique d'intérêt général et culturel
est quand même assez bas si on regardait bien l'efficacité ou l'efficience du bien qui a été créé. Il faut donc élargir le cercle de réflexion préalable. Il faut, pour revenir à la démocratie participative, essayer de construire quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec les besoins, avec l'âge de la population, avec ce que l'on ressent de la vie sociale, mais pas forcément en faisant un édifice qui aura une belle façade et derrière la belle façade, peu de modalités ou de caractères pratiques du fonctionnement. Et ensuite, j'allais dire, c'est le dernier point qui est peut-être le plus difficile, c'est bâtir une stratégie culturelle. Souvent, elle est empirique, c'est-à-dire elle est au fil de l'eau. Il arrive quelque chose, on rajoute, il arrive quelque chose, on rajoute. Il n'y a pas de définition en début de mandat de quelle stratégie culturelle veut-on. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut une stratégie culturelle ouverte sur l'extérieur? Est-ce que l'on veut une stratégie culturelle un peu réservée aux gens du lieu dans lequel on habite? Est-ce que l'on veut une stratégie culturelle liée à la jeunesse? Est-ce que l'on veut une stratégie culturelle? Et tout ça, quand on la définit, doit se régler par convention. C'est-à-dire, il appartient aux élus de fixer les axes de leur politique culturelle, de déterminer leurs engagements et ensuite de les finaliser avec les structures supports éventuelles de manière que ça soit très clair dès le début. Mais si c'est au coup par coup, il vient se présenter quelqu'un, on prend, il fait tel type de danse, on prend, il fait telle chose, et puis ça fait concurrence aux autres, on a des problèmes de salle. Non, il faut savoir dire ça rentre dans notre politique culturelle ou ça rentre pas dans notre politique culturelle. C'est maintenant que les équipes municipales doivent le faire, quelle que soit la taille de la commune. Je le dis bien, quelle que soit la taille de la commune. Une commune de 200 habitants qui possède une salle doit déterminer quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'elle va y faire, qu'est-ce que la salle va apporter à ses habitants, en dehors du fait que vous pouvez la louer si mamie veut fêter ses 80 ans. C'est un objectif, on l'assume, mais il y a quand même à définir d'autres usages que celui-là. Alors pour être clair, je vais fixer 4 priorités, qui sont des priorités, d'après moi, essentielles pour le développement culturel, non seulement de la commune, mais pour le développement culturel de ses habitants, mais aussi, plus largement, d'une nation qui se cherche en matière de développement culturel. Premièrement, pour moi, la commune, elle a une seule priorité essentielle, c'est le développement, le soutien, la conforter, ce que j'appelle les apprentissages culturels. C'est amener les enfants, alors je vais dire de 2 ans pour pas exagérer, à 18 ans, à pratiquer la culture, à être des acteurs de la pratique culturelle. C'est-à-dire, pour être simple, de favoriser d'une manière ou d'une autre la connaissance des pratiques culturelles de telle manière qu'après ils puissent en apprécier le contenu et qu'ils puissent en apprécier la réalité. Il faut veiller à 2 ou 3 principes. Premièrement, les apprentissages doivent être accessibles financièrement. Il y a des apprentissages qui sont beaucoup, beaucoup trop chers. Et il appartient aux élus de moduler l'accessibilité à ces apprentissages, parce qu'on sait fort bien que c'est un frein financier qui fait qu'on ne peut pas payer la cotisation, on ne peut pas payer l'heure de cours, on ne peut pas payer ce qu'on... Alors avec des limites, c'est-à-dire la collectivité ne peut pas faire tout gratuit ou tout accordé. Il y a des discussions, mais ça c'est le conventionnement qui le fixe. Mais la priorité budgétaire, pour moi, c'est les apprentissages, parce qu'elle est essentielle. Il y a un deuxième volet auquel il faut réfléchir, c'est l'accessibilité que j'appellerais géographique. Est-ce que les gamins qui sont dispersés sur un territoire peuvent y accéder facilement? Est-ce que les horaires sont convenables par rapport au déplacement, etc. Et il y avait un deuxième point qui était capital, c'était la sensibilisation des jeunes avant l'engagement culturel. Malheureusement, j'étais un ardent partisan, et le maire de Créon actuel, Pierre Gachet, a continué, de l'aménagement des rythmes scolaires. L'aménagement des rythmes scolaires était une chance unique, une chance, la première que l'on donnait au monde culturel, de pouvoir convaincre des jeunes
de faire des choix différents de ceux imposés par les parents. Ça leur permettait de découvrir les choses, ça leur permettait de faire évoluer leurs choix. Et par exemple, au lieu de faire du piano à Créon, il y a une classe de clarinette dans l'aménagement du temps scolaire, et on ne peut pas dire que les enfants soient déçus de faire de la clarinette, mais comment peuvent-ils aller vers la clarinette alors qu'ils ne savent même pas ce qu'est une clarinette? Donc, je veux dire par là que l'aménagement des temps scolaires était une chance unique d'amener des enfants vers des choix culturels qu'ils n'auraient pas fait si on ne leur permettait pas de le découvrir. Il fallait faire des rythmes scolaires en lien direct avec les possibilités du territoire et non pas importer sur les territoires des activités coûteuses qui servaient à rien. C'était vraiment la clé du succès, c'était ce que le monde culturel attendait depuis longtemps. Malheureusement, pour des raisons X ou Y, sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir aujourd'hui, on a renoncé à cette réforme qui était une réforme de progrès et une réforme vraiment dirigée vers une nouvelle citoyenneté, puisque les enfants étaient dans la possibilité de choisir. Et je me souviens d'une réflexion de la directrice de la ludothèque qui m'a dit, au bout de 3 mois, 5 familles ont déjà adhéré à la ludothèque, et ces 5 familles ne savaient même pas que la ludothèque existait. C'était dire un peu la façon. Il y a des capacités de sensibiliser. Je crois qu'on ne travaille pas assez sur le plan culturel avec les centres de loisirs, qu'il faudrait sensibiliser à l'aspect de la découverte culturelle, et simplement la découverte des outils culturels du territoire, ça serait pas mal. Ensuite, il y a le choix de la manière dont on veut le faire. Est-ce que c'est par la création de structures support associatives? Je le crois. Autogéré, je le crois. J'en suis convaincu parce que les écoles de musique municipales ou les écoles de danse municipales ou les écoles d'art plastique municipales sont quand même réservées à des communes qui ont de gros moyens financiers et en particulier à celles qui peuvent se permettre en masse salariale d'avoir des chiffres qui dépassent quelquefois les 50%, etc. C'est pas critiquable, je ne le critique pas, mais je me souviens quand même d'une expérience qui a été extrêmement profitable pour le territoire d'Entre-deux-Mers, qui était le CRAC, qui a eu des difficultés non liées à son activité culturelle, et Yves Rébaud était un apôtre dans ce domaine-là, puisqu'il apportait la musique sur des zones dans lesquelles la mutualisation associative autogérée permettait à de nombreux enfants d'accéder aux apprentissages musicaux. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a peu d'initiatives de ce type-là sur les territoires et il y a peu d'initiatives dans lesquelles l'accessibilité à la culture est favorisée par des structures associatives autogérées. La notion d'école, qu'il faudrait peut-être revisiter, école de musique, école de danse, école d'art plastique, école de théâtre, école de vidéo, école, mais qui suppose quelque chose. École, pour moi, c'est associé, et ça doit être associé en permanence à la qualité de l'encadrement. On ne peut pas utiliser le mot école si on n'a pas la qualité de l'encadrement qui va avec, et moi, c'est le rôle des élus de veiller à ce que la qualité de de l'encadrement soit conforme à ce que l'on est en mesure d'attendre de quelqu'un qui transmet quelquefois des valeurs et qui doivent être quand même au moins contrôlées ou au moins évaluées de temps à autre. La seconde priorité, donc c'est comme une pyramide, la base c'est les apprentissages. C'est là que l'on va amener les jeunes à découvrir la culture, à découvrir la musique, à découvrir d'autres musiques que celles qu'on leur inflige, et on va les amener à, par exemple, à faire de la musique traditionnelle, à faire du rock, certes, mais à faire du jazz, à faire autre chose, et ensuite ils deviendront capables d'apprécier le domaine culturel quand ils sont adultes dans lequel ils voudront s'engager. La seconde priorité, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage culturel qui ne débouche pas sur des pratiques collectives. Ça, c'est une chose qui devrait être imposée par convention, c'est-à-dire, pour être clair, si je veux que ça soit mon plaisir personnel, si je veux peindre, je m'achète une toile, j'achète des peintures, je peins, et puis le tableau, je le mets dans mon garage quand il est fini. C'est pas à la collectivité de payer cette activité, puisque c'est un choix personnel. On subventionne pas quelqu'un qui va faire du surf, on subventionne pas quelqu'un qui va faire de la randonnée pédestre,
on ne subventionne pas quelqu'un qui fait du vélo, on ne subventionne pas forcément quelqu'un qui va à pratiquer son hobby qui consiste à faire une cathédrale avec des allumettes. Rien n'est critiquable. La seule chose que je dis, c'est que dans les apprentissages, il doit y avoir une dimension collective. C'est-à-dire qu'on doit transmettre ce que l'on a appris dans les apprentissages à travers des manifestations d'intérêt collectif. Et c'est important, parce que d'abord, ça donne aux autres enfants envie de pratiquer. C'est comme ça qu'est né le JOSEM, le Jeune Orchestre Symphonique de l'Entre-deux-Mers. C'est des écoles de musique qui sont passées du statut de clarinettiste, de saxophoniste, de violoniste, de harpiste ou de joueurs d'instruments divers à un collectif qui s'appelle le JOSEM et qui perdure depuis maintenant de quelques décennies. Mais cet apprentissage qui reste apprentissage seul n'a pas à être pris en compte par la puissance publique. C'est vraiment essentiel que toutes les structures débouchent sur une communication simple, basique, ordinaire, mais comme on le faisait quand j'étais collégien, le directeur, il y avait éducation physique, mais il y avait les fameux landis, mais il y avait une communication, il y avait les kermesses, il y avait toutes ces communications collectives qui montraient que si le petit de la maternelle, on l'avait éduqué au geste, on l'avait éduqué à jouer avec son corps, eh ben, il se produisait en public et c'était pas plus mal qu'il démontre qu'il avait acquis un certain nombre de choses pendant l'année scolaire. Désormais, c'est un peu individualiste. Je vais faire un cours de piano pour jouer du piano devant mamie quand c'est son anniversaire, mais c'est pas forcément à ce moment-là le cours de piano, on peut le donner de façon. La culture, c'est du collectif, c'est pas forcément toujours de l'individuel. La troisième priorité, c'est justement de veiller à ce que, lorsque ces apprentissages ont été communiqués, parmi les gens qui auront accompli des apprentissages de qualité, parmi les gens qui auront progressé à travers le contact avec le public, parmi les gens qui auront présenté leurs œuvres d'art dans une exposition, on puisse leur permettre d'accéder à des pratiques collectives plus réduites, des orchestres, des groupes musicaux, exposer seul, présenter ses créations dans un monde beaucoup plus exigeant peut-être, mais que la ville, alors on avait fait, je prends l'exemple de Créon parce que si je peux prendre, on faisait le tremplin rock pour les groupes de rock issus de l'école de musique. Il y avait à la fin de l'année la présentation avant chaque manifestation officielle d'un groupe musical qui s'appelait, je ne me rappelle plus comment on faisait ça, mais on se promenait de commune en commune avec un petit groupe, je ne me rappelle plus, sous la présence, il y avait, ça fonctionnait très bien. On allait dans chaque commune avec un petit groupe de musiciens qui présentaient ça. Donc, il y a un passage qui consiste à dire, j'ai appris, je suis capable de transmettre, mais je peux dépasser ce caractère-là, et c'est à la collectivité de le faire, et je dirais dans quelles conditions. Et enfin, la quatrième priorité qui doit être dans le plan de culture municipale, c'est tout simplement construire un programme de diffusion culturelle adapté à ce qui existe sur le territoire, avec une spécialité. C'est-à-dire, par exemple, François Cartron l'avait fait très bien à Artigues, avec une scène nationale de danse, d'accord. On peut le faire avec le théâtre de boulevard, on peut le faire avec le jazz, on peut le faire avec tout un tas d'activités qui vont permettre aux gens, non pas d'avoir tout sur leur commune, mais d'avoir tout dans un environnement proche, et c'est là que l'intercommunalité peut jouer. Je crois, moi, à la multiplicité des pôles de culturels, je ne crois pas au pôle omniscient qui ferait tout, qui ferait le théâtre de boulevard, le cirque, le jazz, comment dire, l'orchestre symphonique, le rock, etc. C'est pas possible. Donc c'est là que l'intercommunalité doit jouer son rôle, en planifiant, en organisant et en essayant d'amener sur un territoire une sorte de circulation entre les gens et une diffusion culturelle qui ne soit pas concurrente, mais qui soit complémentaire. C'est le quatrième point, le quatrième étage de la pratique. Et le summum, c'est quand l'un des enfants issus des apprentissages peut s'offrir le luxe de revenir en étant justement devenu un professionnel du spectacle. Et je peux dire qu'en matière musicale, à Créon, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur métier de la musique
et qui sont des gens extrêmement passionnés par ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont fait. Alors, ça peut être des concerts, des festivals, des choses comme ça, mais attention à quelque chose, cette diffusion musicale ne peut se faire que dans le cadre d'un projet fixé par la mairie avec des limites, des objectifs, etc. Et un choix laissé librement aux structures, mais quand même avec une orientation donnée par les élus et qui est une orientation qui repose sur quelque chose, à la fois la qualité et à la fois également, quelquefois, la diversité du territoire et ne pas faire, comme ça va être le cas, je le pressens sur le canton de Créon, une grande concurrence entre des centres culturels qui, quelquefois, vont être à 5 km l'un de l'autre et vont proposer quasiment les mêmes choses. Et là, ils diront tous, ah, mais il n'y a pas de public qui ne se déplace pas, etc. Il est nécessaire, sur ces grandes manifestations de diffusion culturelle, de se coordonner. Je suis bien placé pour savoir que la piste sous les étoiles a donné immédiatement d'autres idées à beaucoup d'autres gens, mais seulement au bout d'un certain temps, on tue le projet et on se tue entre nous parce qu'on n'est pas capable de se respecter et de se coordonner en matière culturelle. Alors, terminons par les principes de ce soutien communal. Je l'ai dit, premièrement, organiser un programme municipal de développement culturel qui débouche sur des conventionnements d'objectifs avec les actrices ou les acteurs locaux ou du territoire. C'est essentiel. On part du cadre, on conventionne et on n'aide et on ne soutient que ceux qui rentrent dans ce fonctionnement-là global en essayant d'expliquer aux autres qu'ils peuvent trouver d'autres territoires ou d'autres lieux sur lesquels ils peuvent s'exprimer. Mettre en place une coordination annuelle, je viens de le dire, et non pas à l'échelle communale, mais selon moi à l'échelle intercommunale, c'est essentiel. Accorder un soutien financier global, alors ce qu'on appelle entre guillemets la subvention, mais c'est pas que ça, c'est aussi l'aspect matériel. Ce soutien financier global seulement sur la base des apprentissages et uniquement. S'il n'y a pas d'apprentissage, je ne vois pas l'intérêt d'un soutien municipal pour dire vous allez prendre des cours sur l'éducation artistique, j'ai 65 ans, si je veux un cours sur l'éducation artistique, ce n'est pas à la collectivité de subventionner ce genre de choses, c'est à l'individu de faire ses choix et de pouvoir accéder à ces choix-là, étant donné que la collectivité peut lui proposer des activités gratuites, des activités différentes sur lesquelles il peut s'inclure. La promotion de ces manifestations, assurer avec les moyens municipaux la promotion des événements, la promotion des apprentissages, ça c'est du rôle de la collectivité. Le soutien matériel aux communications des apprentissages, je dis bien le soutien matériel, s'il y a une salle, c'est l'équiper, lui donner les moyens, aider les gens à communiquer par l'éclairage, le son quelquefois, même si c'est minime, par l'installation matérielle des chaises, par tout simplement le chauffage, la gratuité des lieux, etc. Mais favoriser cette notion de diffusion culturelle de base. Le soutien matériel aux expressions non professionnelles ou en devenir, c'est-à-dire là aussi, ne pas leur dire ah mais tu veux avec ton groupe de rock jouer chez nous, mais c'est la location de la salle est à 500 €, etc. Mais essayer de monter des manifestations qui permettent aux gens de passer un cap, de se tester vis-à-vis d'un public ou se tester vis-à-vis de ceux qui sont capables de produire. Et alors, un soutien financier et un soutien matériel à la diffusion culturelle professionnelle, mais sur la base d'un projet annuel qui peut être remis en cause ou modifié, c'est-à-dire tous les festivals ne sont pas éternels, toutes les manifestations ne sont pas à caractère immuable, puisqu'elles peuvent faire des flops financiers qui engagent la collectivité. Il faut savoir le reconnaître, il faut savoir l'admettre, mais s'il n'y a pas de public pour une organisation, c'est pas le maire qui en est responsable, c'est que la manifestation n'a pas adapté au territoire, on n'est pas adapté au lieu. Il y a des grandes réussites de petites communes qui ont fait des choses extraordinaires. On a tous l'exemple de Marciac dans le Gers en tête. Il y a la Chaise-Dieu, il y a tout un tas de petites communes qui se sont ouvertes à la culture et qui ont tiré une notoriété de la culture. Mais il ne faut pas non plus insister. Si ça marche pas, eh ben, il faut savoir dire eh ben, l'année prochaine, ça ne sera pas reconduit. Mais c'est difficile, mais c'est quelquefois indispensable. Et enfin, j'allais dire, s'il y a un plan culturel, il faut absolument nouer des liens avec le département, qui est le deuxième acteur culturel sur lequel on peut trouver des appuis si c'est une
si c'est parfaitement organisé. Il peut y avoir également des liens avec l'IDAC, qui est le support institutionnel du département en matière culturelle, mais l'IDAC ne va pas venir au coup par coup, elle va venir sur des politiques qui sont des politiques réellement portées à la fois par le département, à la fois par la commune et à la fois par les intercommunalités. Donc, pour insister, de dire que ce mandat sera culturel ou ne sera pas. Si on veut pratiquer la démocratie participative et qu'il n'y a pas de culture à côté, ça me paraît difficile. On peut très bien pratiquer le développement économique dans une ville, mais s'il n'y a pas de manifestations qui font venir des gens au cœur de la ville et qui participent à la vie collective, ça ne marchera pas non plus. La culture est un pivot essentiel du développement. Développement individuel, développement collectif, et j'allais dire développement économique. Et pour terminer, je citerai une seule anecdote. Lorsque le cinéma de Créon a été repris, le premier en France repris par une mairie pour être confié à une association, la rue s'appelait rue du Docteur Fauché. Et les commerçants qui habitaient dans cette rue avaient comme repère la rue du Docteur Fauché. Et les gens cherchaient la rue du Docteur Fauché. Lorsque le cinéma animé par les bénévoles a eu un grand succès, dès la fin des années 80, c'est devenu un lieu référence sur le territoire girondin par son activité, les commerçants, sur la dimension économique, ils mettaient plus rue du Docteur Fauché. Ils mettaient simplement rue du cinéma. Et ce jour-là, le cinéma avait gagné ses lettres de noblesse parce qu'il était devenu un repère dans la vie collective, il était devenu un élément essentiel de la vie créonaise, et justement, il faisait qu'il apportait aux autres non seulement la diffusion culturelle, mais il apportait à la ville un rayonnement qu'elle n'aurait pas eu sans le cinéma. Merci à vous et rendez-vous peut-être la semaine prochaine.